Cercle des managers d'immobilier. Je note la performance, le succès de cette conférence parce que nous sommes en période de vacances et je pense que beaucoup d'entre vous, de votre lieu de vacances, avez encore le souci de suivre nos travaux. Je vous en remercie. Je remercie aussi, je ne dirai pas qui est en vacances ou pas parmi nos débatteurs, mais ceux qui, malgré cette période, ont accepté d'être avec nous. Alors, j'ai marqué le coup, je ne porte pas de cravate et j'ai une chemise rouge. Vous allez voir que c'est un code de couleur commun avec tous les intervenants, c'est comme ça, sans concertation. Ce qui fait aussi, je pense, le succès de cette table ronde aujourd'hui, c'est son sujet. Nous allons parler d'une question extrêmement concrète, c'est la rémunération des agences immobilières. Le mode de rémunération va évoluer. Un nouvel arrêté du 26 janvier est intervenu. Il exige que nous soyons tous bien informés, que nous sachions quelles modifications dans les pratiques professionnelles vont intervenir. Il induit aussi des craintes, peut-être de l'enthousiasme chez certains. Ce sont tous ces sujets qu'on va évoquer. Et d'évidence, vous êtes impatients de savoir ce que ce nouveau texte va entraîner. Il intervient d'ailleurs, on va en parler, juste après un jugement qu'on pourrait qualifier d'inverse, hein, qui a condamné une grande enseigne de conseillers indépendants à l'initiative, après une instance introduite par un GIE du réseau coopératif Orpi. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de facturation, d'évolution de ce mode de facturation. Derrière tout ça, il y a sans doute des évolutions peut-être plus profondes de la loi qui encadre les activités de transaction elle-même, la loi Hoguet, et peut-être toute une philosophie du métier qui est cachée derrière ce modeste arrêté du 26 janvier. Je voudrais, ils vont apparaître à l'écran, citer et les remercier d'ores et déjà nos débatteurs. Je ne dirai pas beaucoup de choses sur chacun d'entre eux. Ils ont tous des très beaux parcours. Ils sont tous titrés pour être avec nous. Le site du Cercle des managers de l'immobilier vous dira tout. Vous y retrouvez des notices biographiques avec le visage de nos invités. Allez, je cite la première. C'est elle d'abord qui voudra le feu. Caroline Dubuit-Alérac. Elle est avocate. Elle est bien connue dans la profession. J'ai le plaisir de partager avec elle la fonction d'auteur dans le journal de l'agence. Voilà, donc elle éclaire les professionnels très régulièrement sur les nouveautés réglementaires ou législatives et d'une manière générale sur le droit de l'immobilier dont elle est une spécialiste. Bonjour maître. Bonjour, bonjour à tous. Et en rouge, je l'avais dit. C'est une nouveauté. Merci beaucoup. Je salue ensuite Christian Fabre. Il est avec nous. Lui, il a mis une chemise blanche, mais pour autant, il est des nôtres. Bonjour Christian. Bonsoir Henri, merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Alors Christian, qu'on a déjà accueilli dans le Cercle des managers d'immobilier, le directeur général de Keller Williams et son enseigne en plein développement est bien connue. Je cite à sa suite Denis Morand. Denis représente aujourd'hui le groupe Citia, qui fait partie de l'Arche. Au côté du groupe Citia, pour mémoire, on dira qu'il y a aussi Guy Hockey, La Forêt Immobilier et Century 21. On va parler aujourd'hui de la transaction réalisée par les cabinets et agences de ce groupe leader en administration de biens et en transaction. Bonjour Denis. Bonjour à toutes et à tous. Merci Henri pour cette belle invitation. Un plaisir d'être avec vous. Citia a déjà participé avec d'autres visages sur d'autres sujets à nos débats, mais on a le plaisir d'accueillir Denis. Michel Lebras, j'avais dit que je ne dirais pas qui était en vacances et qui ne l'était pas, je ne vais pas davantage le dévoiler, mais j'accueille Michel Lebras. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir Henri. Voilà, tu es le président de Propriété Privée. Alors, je ne vois pas ton visage. Je sais que tu as une qualité de bande passante un peu moins bonne, mais si on peut voir ton visage, ce sera quand même bien. Est-ce que tu as mis ta caméra? Moi, je ne te vois pas.
Alors, attends. Normalement, Voilà. si la caméra est branchée, mais il y a vraiment pas de, j'ai vraiment quasiment pas de réseau. Ah oui, d'accord. Bon, mais écoute, voilà. Alors, on retrouve ton visage sur le site. Pour ceux, ils sont rares, qui ne te connaîtraient pas, propriété privée, l'un des leaders des réseaux de mandataires ou de conseillers indépendants, pour le dire différemment. À ta suite, Hervé Lefebvre. Alors, Hervé Lefebvre est une figure plus récente dans l'univers des réseaux de mandataires. Hein. Il est depuis quelques 2 ans le président de Meg Agence. Bonjour, président. Bonjour, Hervé. Hervé. Oui, ça fonctionne comme ça. Voilà. Parfait. Bonsoir Henri, bonsoir à tout le monde. Ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous, Corporate. Hein, voilà, Meg Agence est On est derrière aussi. toi. Et puis, je voudrais accueillir ma co-organisatrice ce soir. On a souvent avec nous ou Émilie Jousset ou Benjamin Darmouni, président du Cercle. C'est aujourd'hui Evelyne Vivier qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour représenter à mon côté les organisateurs du Cercle des managers d'immobilier. Et je vais te laisser, Evelyne, dire un petit mot d'accueil, d'introduction avant qu'on entre dans le vif du sujet. En effet, c'est moi qui garde la maison, Voilà. parce que nos amis sont en vacances. Je me faisais la réflexion aujourd'hui que le Cercle aura dans un mois 2 ans d'existence. Et je me disais aussi qu'il avait enfin trouvé sa place. Ce n'est ni un syndicat, ni un opérateur, ni un groupe de pression, mais c'est un espace d'échange, de réflexion, toujours avec les meilleurs spécialistes de chaque domaine. Et ce soir encore, je veux remercier tous nos intervenants qui vont nous faire un tour de ce sujet si intéressant que sont nos honoraires qui nous font vivre. Merci également à tous nos auditeurs, toujours aussi fidèles. Henri, à toi, très bon débat. Merci beaucoup, Evelyne, vice-présidente du Cercle. Maître, Caroline Dubuit-Alérac, très légitimement, je vais commencer par toi parce que tu vas avoir la mission de tendre la toile de fond, en quelque sorte. Tu vas nous décrire, je pense que certains participants n'ont pas encore une bonne connaissance de ce très récent arrêté du 26 janvier. Peut-être certains ne l'ont-ils pas lu précisément. Donc, un rôle didactique qui t'est dévolu, si tu le veux bien, maître, avec aussi peut-être un historique. D'où vient ce texte? Est-ce qu'on on le trace, comme on dit? Quelle est son origine? Qu'est-ce qu'il va modifier? Comment faut-il le comprendre? Ensuite, je suis sûr que le débat va s'instaurer parce que tout texte peut être interprété, puis c'est un outil de travail pour les agences immobilières. Alors, Evelyne parlait des professionnels à la raison, on va aussi parler des clients, parce que les honoraires sont acquittés par des clients, et donc il y a des enjeux de part et d'autre, côté entreprise, agence, et côté vendeur, le plus souvent, vendeur de biens immobiliers confiés à des agents immobiliers. Caroline, à toi, et ensuite nos intervenants réagiront. Rebonjour à tous. Alors, oui, effectivement, Henri, tu as raison, il faut remettre les choses en perspective et retracer un rapide historique, un historique du droit. En 2017, il y a eu un arrêté sur les conditions d'affichage des prix qui est venu modifier un précédent arrêté qui datait de 1990, voilà, qui avait vécu. Et cet arrêté de 2017, qui est donc en vigueur depuis, prévoyait notamment, alors je dis bien notamment parce qu'il va falloir serrer les sujets, prévoyait notamment en son article 2 que les agents immobiliers devaient afficher les prix effectivement pratiqués. Et à l'époque, quand ce texte est sorti, ça avait suscité, je dirais à minima, beaucoup d'émotions, puisque les professionnels disaient que c'était difficile d'afficher les prix effectivement pratiqués, puisqu'il y avait par définition la négociation à l'occasion de la vente des biens, et que bien souvent, ou parfois, ils étaient obligés effectivement, ou ils étaient amenés à modifier le montant de leurs honoraires justement pour faciliter la réalisation de la
vente et en disant de toute façon, c'est toujours au bénéfice du consommateur. Et donc, on va se retrouver avec à devoir respecter le barème affiché, ne pas pouvoir diminuer nos honoraires pour faciliter la réalisation de transactions, sous peine que ça puisse être considéré par la DGCCRF comme étant une pratique commerciale trompeuse ou déloyale. Donc, à cette époque, 2017, bon, alors c'est un pléonasme, c'était peu de temps après 2014 où il y avait déjà eu la loi Allure. Donc, la profession est résiliente, mais là, il y avait eu quand même beaucoup de changements. Et donc, il y avait eu vraiment beaucoup de remarques et de contestations et pour lesquelles les syndicats avaient été, s'étaient fait le porte-parole, effectivement, de cette spécificité liée à l'activité. Et donc, on se retrouve maintenant, 26 janvier, avec un nouvel arrêté. Et cet arrêté modifie l'arrêté de 2017 dans 2 articles. Alors, un sur des mentions obligatoires pour les locations en zone où les loyers sont encadrés. Ce n'est pas l'objet de notre intervention. Et puis surtout, qui modifie l'article 2 et qui dit que maintenant, les professionnels n'ont plus l'obligation d'afficher dans leur barème les prix effectivement pratiqués, mais les prix maximum. Et donc, du coup, on en revient un petit peu à une situation, je dirais, antérieure. Alors, la conséquence pratique, quelle est-elle? C'est que si effectivement le professionnel pratique un prix inférieur au prix de son barème, mais il ne tombe plus sous le coup d'une éventuelle sanction pour pratique commerciale trompeuse ou déloyale. Est-ce que ça veut dire, je fais une parenthèse parce que les professionnels ont affaire souvent, parce qu'il y a des vagues de contrôle, à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sa représentation sur les territoires. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de visites de la part de la DGCCRF, moins de PV, moins de condamnations, parce qu'il y a une souplesse, enfin moi je le traduis avec mes mots, mais il y a une souplesse qui normalement va faire que on sera en règle, même si on fait évoluer le barème pour des raisons commerciales. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y aura moins de contrôle pour une raison très simple, c'est que déjà la DGCCRF contrôle beaucoup de points. Beaucoup d'autres choses. Et pas seulement les prix, les prix affichés et pas seulement le barème. C'était un des éléments de contrôle parmi tant d'autres. Donc, je ne pense pas que ça ait un impact sur le nombre de contrôles. Et puis, tu avais animé une conférence pour un syndicat où la DGCCRF était intervenue et je n'avais pas cru comprendre très récemment, c'était en septembre dernier, je m'en étais fait le relais dans une table ronde, je n'ai pas cru comprendre qu'ils avaient l'intention de diminuer leur contrôle. Alors que pour autant, effectivement, quand on les interrogeait, et c'était en septembre dernier, sur effectivement la question ce point-là, c'est-à-dire que l'article 2 dit qu'il faut afficher les prix effectivement pratiqués, la DGCCRF disait on réfléchit, on a avancé sur le sujet, etc. etc. Donc c'était déjà, je dirais, annoncé dans les tuyaux, même si ce n'était pas officiel. Et pour autant, non, je ne crois pas que ça ait un impact sur le nombre de contrôles. Et puis, si effectivement un professionnel était amené à facturer des prix au-delà du barème, là, oui, on tomberait dans la situation en fait qu'on a connue avant même l'arrêté de 2017, où grosso modo c'était une précédente circulaire aussi qui s'appliquait avec l'arrêté de 90, qui reconnaissait le principe que on puisse revoir des honoraires s'ils sont à la baisse, grosso modo ce qu'on appelait communément dans le jargon, si c'était en faveur du consommateur. Donc voilà. Donc voilà pour cet arrêté de janvier. Alors, quand est-ce qu'il rentre en vigueur? Il rentre en vigueur au 1er avril. D'accord. Alors, c'est vrai que là où il y a eu une confusion, tu en parlais en introduction, c'est qu'il y a eu 2 jours avant la publication d'un jugement qui concernait effectivement un GIE qui avait
a créé en justice un réseau national de mandataires. IAD, on peut le citer. Hein. IAD. IAD, et notamment, il les avait attaqués pour concurrence déloyale, et il leur reprochait alors, il y avait plusieurs chefs de demande, hein, on va rester focus sur notre sujet de notre conférence. Il leur reprochait notamment d'avoir des barèmes différenciés alors qu'ils avaient effectivement une seule carte, et deuxièmement, enfin il y avait d'autres sujets, mais voilà, ils sont à la marge. Et deuxièmement, de ne pas respecter les barèmes affichés. Alors, sur les barèmes différenciés par carte, je dirais que quand on relit le jugement, il a évolué. Je dirais qu'en cours de route, IAD a soutenu qu'effectivement, ils avaient des barèmes différenciés, mais selon des zones géographiques. Et en fait, il a été produit des barèmes d'agents commerciaux, et il résultait que dans une même ville, des agents commerciaux avaient des barèmes qui étaient différents. Donc, ce n'était pas un choix par zone géographique, mais c'était en fait un barème par agent commercial. Et en ça, d'ailleurs, le tribunal a donné raison aux demandeurs en disant, mais si l'agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, c'est l'article 4 de la loi Hoguet, mais c'est aussi les dispositions du Code de commerce, hein, le L134 et quelques, hein, qui concerne tous les agents commerciaux. L'agent commercial agit au nom et pour le compte. Et donc, s'il a son propre barème, il se comporte comme un agent immobilier alors qu'il n'est pas agent immobilier. Il est collaborateur d'un agent immobilier. Et donc, à ce titre, d'ailleurs, il n'a pas le même régime fiscal. Et là aussi, il y a eu une réponse ministérielle à ce moment-là. Et donc, le tribunal, dans la mesure où effectivement il y avait un barème, il y avait des barèmes individualisés par agent et non pas par zone géographique, et bien effectivement, le tribunal a reconnu que c'était contraire effectivement à la loi Hoguet et à l'arrêté de 2017. Donc, voilà pour le premier point. Le deuxième point, celui qui était reproché, c'était le fait de ne pas respecter, en outre, les barèmes affichés. Alors, c'était un non-respect à la baisse, hein, et sur la base de cet arrêté version 2017, hein, pas version mise à jour suite à l'arrêté de 2022. Et effectivement, le tribunal a dit que le fait de pratiquer effectivement des prix différents de ceux effectivement affichés, mais là on était sur l'article 2 de l'arrêté, c'était constitutif d'une pratique commerciale déloyale. Et alors, donc, ça veut dire que, simplement, sur le premier point, on est hors champ de la modification par l'arrêté du 26 janvier 2022. Le premier point reste actuel. Si le jugement était intervenu après le 26 janvier, le deuxième point eût été différent. Le tribunal, alors c'est surtout que la situation, effectivement, tu as raison Henri, va changer avec le nouvel arrêté. Parce que d'avril, en tout cas, oui. Le tribunal aurait jugé la situation qui était alléguée au moment où elle était alléguée. Alors effectivement, je te rejoins parce que la décision qui est donc du 24 janvier donne 3 mois à IAD pour mettre ces barèmes en conformité. Sauf qu'on vient de le voir, l'article 2 change, et il change à compter du 1er avril. Donc, la pertinence, on va dire, du deuxième point est très altérée par le fait que la réglementation a changé et que la décision a bien été rendue, qu'il y a bien eu effectivement des condamnations à des dommages et intérêts, mais que la portée juridique de ce deuxième point devient très relative du fait que ça a été rendu sous l'empire d'un texte qui va être obsolète dans moins de 3 mois. Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a beaucoup de questions. J'en adresse une tout de suite. Je te l'adresse brut de décoffrage. Un internaute nous dit le barème honoraire maximum veut-il dire qu'il n'y a plus de minimum? Alors, comment comprendre cette question? Il n'y a pas de minimum. Bon, on ne va pas faire la gratuité des honoraires, mais il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire qu'effectivement, si un barème fixe, allez, je vais dire du 4% TTC pour une transaction, ça peut très bien devenir 3,5, 3 ou 2. Enfin, il n'y a pas de minimum
Il n'y a pas de règle pour baisser. Il n'y a jamais non. Et il n'y en a jamais eu. Bon. Non, il n'y en a jamais eu. Enfin, en général, c'est pas trop le souci. C'est pas trop le souci. On est d'accord. Voilà. Bon, je lis la question telle que. Moi, qu'on n'ait pas bien perçu la portée de la question, parce que parfois par chat, c'est difficile de comprendre. Certes. Voilà. Donc je la lis telle qu'elle est, mais je ne sais pas si on la comprend bien. D'accord. Parfait. Bon, Maître, bien sûr, tu restes avec nous, tu pourras intervenir incontestablement. Tu seras conduite à le faire à la faveur du débat, mais je pense que déjà les choses sont claires. Elles sont claires avec à la fois ce jugement que tu as bien voulu analyser rapidement pour nous, et puis le texte du 26 janvier, dans lequel il y a autre chose. Hein. Effectivement, c'est pas l'enjeu, mais il y a l'obligation d'indiquer quand un loyer tombe sous le coup d'un encadrement, effectivement. C'est un autre sujet, ça méritera un autre débat. Christian Favre, je te donne la parole. D'abord, je dis volontiers que tu as une limite un peu inférieure à notre heure limite de débat. Donc, je te fais parler en premier, mais bon, pour être clair, il n'y a pas d'ordre. Vous avez tous un point de vue et ils sont complémentaires, ces points de vue. Ta réaction à ce texte, est-ce que c'est un texte qui favorise certains modèles économiques de transaction? Tu représentes Keller Williams, c'est un modèle connu. Tu peux peut-être nous rappeler d'ailleurs rapidement l'organisation de ce réseau Keller Williams, qui est distinct d'un réseau de mandataires, distinct d'une agence immobilière que je qualifierais de classique. Ta réaction par rapport à cette innovation, est-ce que c'est heureux? Est-ce que c'est heureux pour le consommateur? Est-ce que c'est heureux pour le professionnel? Alors Henri, j'ai beaucoup de choses à te répondre. Tout d'abord, je pense que ce sujet que nous abordons ce soir n'a rien à voir avec un modèle particulier. Alors vu que tu me l'as proposé, je vais préciser un petit peu quelle est l'organisation de Keller Williams en France. Le Keller Williams aujourd'hui est représenté en France par un peu plus de 50 market centers. Un market center, pour être précis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent, on va dire, d'une grosse agence où l'on retrouve entre 50 pour les plus petits et plus d'une centaine d'agents pour les plus gros. Il n'en reste que, comme dans toute agence, il y a un titulaire de carte à la tête de chaque market center. D'accord. Et chaque market center présente un tarif. Voilà, donc jusque-là, je dirais, c'est assez traditionnel. Donc, pour le futur, chacun de mes franchisés, à la tête de leur market center, pourront choisir leur nouveau barème, en tous les cas, afficher leur barème maximum, si j'ai bien compris ce que nous demande le nouvel arrêté. Je voudrais juste préciser, pour ceux qui l'ont découvert depuis le 15 novembre, nous avons également, et c'est intéressant parce que ça élargit un petit peu la discussion, nous avons également lancé chez Keller Williams un market center digital le 15 novembre dernier, qui vient compléter nos market centers physiques et qui va couvrir les 30 départements, je dirais, de densité plus faible, où nous avons jugé qu'il n'était pas évident d'ouvrir un market center vu la taille de nos market centers. Bon, alors pour répondre à la question également du barème, les 30 départements en question, qui seront couverts par KW Expand, c'est le nom du market center digital, à la tête de laquelle donc, il y a un agent immobilier du banque Carté, appliquera le même barème sur l'ensemble des 30 départements, c'est-à-dire un peu partout en France. Voilà, d'accord. Nous respectons très bien ça. Alors, pour revenir un petit peu sur ce début de polémique ou en tous les cas d'interrogation, je ne pense pas que ce changement favorise qui que ce soit. Tu me connais un peu, Henri. Je n'aime pas les clivages. Je n'aime pas cette bataille agence-mandataire, d'autant plus que notre modèle est un peu un trait d'union entre les deux. Et je ne crois encore beaucoup moins à la théorie du complot. Hein. Je crois que personne n'est capable aujourd'hui de faire sortir Clairement, un arrêté on a en moins de entendu, 40. je mets les pieds dans le plat, on a entendu, c'est un arrêté réseau de mandataires. Voilà, je le dis comme je l'ai entendu. Comme toi, je ne le trace pas comme ça, mais il ne m'appartient pas de le dire. Je vous laisse réagir les uns et les autres. En tout cas, tu ne l'as pas provoqué, tu ne fais pas partie de ceux qui auraient provoqué ce texte. Je te promets que non, je n'ai pas ce pouvoir. Bon. Non, après avoir expliqué un petit peu qui nous sommes, comment nous sommes organisés et comment donc, nous allons traiter ce nouveau décret, donc de façon assez simple, tu l'as compris, quel est mon point de vue? Le point de vue de mes franchisés également. Nous sommes assez favorables. Nous y voyons au minimum 3 avantages. Le premier, c'est la réduction des risques en cas de contrôle. Bon, alors vous allez me dire, et il y en a certainement qui écoutent ce soir,
C'est un scandale. Nous n'avons jamais négocié le moindre de nos mandats. Bon, je veux bien y croire. Mais qui ne l'a jamais fait? Alors, chez Keller Williams, nous l'avons très rarement fait. Mais ceci étant, tu sais, quand il y a un contrôle, ça ne tombe pas toujours chez le bon. Et demain, il y a un certain risque d'injustice. C'est-à-dire qu'on va contrôler celui qui a fait une fois une négociation et il va se prendre un PV. Et puis le voisin qui a peut-être négocié régulièrement, eh bien lui, malheureusement, le contrôle ne passe pas chez lui. Donc, je dirais que le fait de réduire, de faire même disparaître ce risque de contrôle injuste sur ce point-là, parce que comme l'a dit Madame Dubuis, il y a d'autres raisons de contrôler, ben, moi, je trouve que c'est assez bien. Le deuxième sujet, je dirais que et ça c'est très important pour moi, Henri, pour maintenir un niveau de barème élevé, parce que bon, voilà, ben, j'espère que je ne choquerai personne, chez Keller Williams, on a pour habitude d'avoir des niveaux de barème assez élevés, mais nous devrons élever le niveau de service. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que ça va œuvrer dans ce que j'appellerais la professionnalisation de notre métier, de notre beau métier. Et je suis convaincu, bon, je fais ce métier depuis maintenant 20 ans, j'ai toujours pratiqué des honoraires élevés, et je suis convaincu que les clients sont prêts à payer s'ils sont légitimes, si tu délivres le niveau de service que tu t'es engagé à délivrer. Voilà. Et je donnerai encore un exemple. Keller Williams, vous le savez, est une société d'origine américaine. Moi, il y a plein de réseaux d'origine américaine en France. Keller Williams, c'est le cas. Et quand je regarde mes amis américains, ben je découvre qu'aujourd'hui, c'est un 6% généralisé chez tous les professionnels. Voilà. Alors, comment ils sont arrivés à ce niveau? On en est loin en France, on peut dire la vérité. Hein. On est entre professionnels largement. La moyenne est en dessous aujourd'hui dans notre pays. Et pourtant, tu as tout à fait raison, Henri, et pourtant, ce 6% n'est pas imposé par la réglementation. C'est devenu, je dirais aujourd'hui, une habitude. La clientèle l'accepte parce que le niveau de service est excessivement élevé et c'est non négociable. Et tous les professionnels aujourd'hui sont tout à fait d'accord pour ne pas négocier les honoraires. Alors, c'est très important ce que tu dis. Je précise mon propos. On est aujourd'hui en moyenne. Alors, on peut en discuter à l'infini. Il n'y a pas un observatoire officiel, mais on est autour aujourd'hui de 4%. Hors taxe ou TTC, c'est un sujet, mais globalement, c'est la toise. Hein, donc, pour dire qu'on est loin de nos amis américains que tu évoques. Et alors, j'intercale une question, parce que c'est une grande question. Je demanderai à chacun de donner son point de vue là-dessus, hein, de son balcon. Confrère, sans doute, nous dit est-ce le retour cautionné par le législateur, enfin le pouvoir réglementaire en l'occurrence, des barèmes bidons qui alimenteront les pratiques de remise mirifique à la prise de mandat pour tromper le consommateur? Tu dis non, clairement. En tout cas, ce ne sera pas le cas chez Keller. Non, déjà, chez Keller Williams, ce ne sera pas le cas. Et je dis non parce que je pense qu'il y a quand même quelqu'un d'important dans tout ça, c'est le client. Et je crois qu'il ne faut pas les prendre pour des gens stupides. Voilà. Le client, aujourd'hui, quand il rentre dans notre market center, et comme il rentre certainement dans toutes les agences de mes confrères, il demande un service. Et quand le service n'est pas présent, ben, il sait faire la différence. Voilà. Donc, devenons des vrais bons professionnels. Il y en a beaucoup, heureusement. Élevons encore le niveau de service. En tous les cas, chez Keller Williams, on s'y prépare, parce qu'on est convaincu que dans les années qui viennent, les demandes de nos clients seront de plus en plus importantes. Mais en contrepartie, on expliquera à nos clients qu'effectivement, nous devons maintenir un certain niveau d'honoraires, faute de quoi ce service ne pourra pas être rendu. Alors, ça veut dire, c'est une souplesse qui est apportée, qu'on est amené à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une négociation, parce qu'il peut y avoir voilà, des solvabilités, hein, des moyens variables de la part de ceux qui vont payer les honoraires. Tout ça peut être pris en considération. Voilà, tu le vois comme une souplesse, ce n'est pas la bouteille à l'encre. Du tout. Tu sais, Henri, je ne vais pas former mes agents à jouer de la remise et de la négociation. Je vais surtout les former à bien expliquer, bon déjà à eux-mêmes devenir des vrais professionnels et de bien être formés pour délivrer de bons services, mais également à bien expliquer les services à nos clients qui des fois ne se rendent pas compte eux-mêmes de tout ce qu'on va devoir leur délivrer pour réaliser leurs transactions dans de bonnes conditions. Et je vois un troisième point, tu sais Henri, je crois qu'on a eu quelque part de la chance parce qu'on est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grave. Le législateur aurait pu prendre une autre décision, de dire, bon, mais finalement, on va imposer un barème. Et on va l'imposer à 2, ou à 3, ou à 2,5. Il l'a fait, on le rappelle, pour la transaction, les ventes de biens neufs en défiscalisation. Hein.
Voilà. Hein. Et moi, tu sais, Henri, je crois beaucoup plus, et en tous les cas, j'apprécie beaucoup plus la régulation naturelle qu'on nous a offerte. C'est la clientèle qui va réguler tout ça. On verra dans quelques mois, dans quelques années, si ça se positionnera plutôt à 6 comme aux États-Unis ou plutôt à 5. Mais en tous les cas, je préfère largement cette régulation naturelle plutôt qu'une réglementation qui m'aurait imposé 2. Je donne un exemple catastrophique, qui ne m'aurait plus permis de faire mon métier. Parce qu'à 2%, il est clair que je ne peux pas délivrer le niveau de service dont les clients ont besoin. Donc, voilà, on s'en sort plutôt bien. Merci beaucoup. Pour illustrer ton propos, je rappellerai qu'en 2014, dans l'avant-projet de loi Allure, il y avait le projet de réglementation pure et dure hein, des honoraires de transaction. Il en est resté celle des honoraires de location, mais la ministre Cécile Duflot avait retiré ce projet de disposition. Tout ça pour dire que ça peut être dans l'esprit des pouvoirs publics et que ce que vient de dire Christian Fabre n'est pas théorique. Voilà. Denis Morand, Christian, on pourra revenir vers toi et citer encore. Merci beaucoup en tout cas de ce point de vue. Denis, alors les mêmes questions, les mêmes réactions. J'entendais l'autre jour, allez, je vais même le dire, de la part de quelqu'un chez Citia. Enfin, je cite mes sources. Il y a beaucoup de spécialistes de transactions chez Citia. Ils sont sous ta houlette. Une crainte exprimée consistant à dire le consommateur va négocier, donc du point de vue du consommateur, il va y avoir une faculté majorée aujourd'hui de négocier. Et en particulier, la presse va appuyer là où ça fait mal, va informer, c'est son boulot, hein, va informer de cet arrêté qui n'est peut-être pas encore connu du public. Le maximum va être mis sous la loupe et les consommateurs vont dire, écoutez, si c'est le maximum, moi je préfère le minimum, voilà, je préfère être en dessous de ce que vous affichez. Est-ce que c'est une crainte que tu as au sein des agences Citia? Est-ce que tu partages l'avis de ton confrère, de Christian, que la défense des honoraires, elle va se justifier par les contenus, les prestations, et que ça ne va rien changer, mais que ça va apporter des souplesses dont on avait besoin? Voilà, ton regard très, très concret, très professionnel, et tu as une longue expérience de ce métier. Merci Henri. Alors, tout simplement, c'est vrai que la première chose qu'on peut déplorer, c'est que cet arrêté vient apporter une obscurité sur les tarifs pour nos clients. Et là, je rejoins tout à fait l'avis de Christian tout à l'heure sur le fait que déjà l'arrêté du 10 janvier, moi je trouve qu'il avait, enfin du 10 janvier 2017, pardon, avait eu pour effet effectivement de faire monter un petit peu le niveau de notre profession, puisque aujourd'hui il y avait la peur d'être sanctionné en ne respectant pas nos barèmes. Mais aussi, il avait pour intention d'apporter une certaine clarté, et je pense que c'était d'ailleurs le but ultime de cet arrêté, c'était d'apporter de la transparence vis-à-vis des clients. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est, avec ce nouvel arrêté du 26 janvier, on fait le chemin inverse. C'est qu'aujourd'hui, nos clients, effectivement, la presse, je pense, va s'empresser de faire un relais de… C'est sa mission, et c'est vrai qu'elle est consumériste, un peu par essence, on ne va pas non plus la jouer. Hein, voilà. On peut compter sur eux, il n'y a pas de problème. Et donc, forcément, le risque est là pour que nos clients viennent à l'agence avec toujours dans la tête que nos honoraires ne sont pas forcément justifiés, qu'ils ont la possibilité de les négocier. Voilà, c'est une crainte qu'on peut avoir. Alors, très sincèrement, dans notre réseau, c'est une crainte toute relative parce que cette exigence, on l'a déjà depuis plusieurs années de conserver nos honoraires et on n'a pas attendu les textes pour effectivement mettre en place tous les services associés. Et là, encore une fois, je rejoins Christian tout à l'heure, c'est vrai que c'est à mon avis, ce à quoi nous formons nos négociateurs, c'est à vendre des services, avant de vendre des honoraires. Donc, ça me paraît le plus important. Essentiellement, dans notre métier, la principale crainte que je pourrais avoir, c'est d'avoir un peu le même effet qu'on a pu voir dans le domaine de l'hôtellerie, par exemple, où les tarifs maximums sont indiqués dans les chambres, mais qui sont très, très, très rarement pratiqués. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quand le moteur de recherche sur Internet qui, pour un même bien,
ira chercher le tarif le moins cher sur la toile. Et là, effectivement, ça peut poser une réelle difficulté. Je trouve que c'est une mauvaise image qu'on donne de notre métier aujourd'hui par cet arrêté. Voilà, c'est mon sentiment, c'est mon sentiment le plus profond. Je trouve que… Oui. Alors, j'entends ce que tu dis, c'est très clair. Néanmoins, je reviens à cette idée de souplesse. Bon, on ne peut pas nier que ça apporte une souplesse, puisqu'on a une toise qu'on peut évoluer en dessous. Alors, cette souplesse, dans quel cas, très concrètement, je pense que tout le monde l'a en tête, mais reprécisons, elle était utilisée quand et répréhensible à l'époque, Caroline le disait, par la direction de la concurrence qui faisait son boulot, qui disait vous ne respectez pas les honoraires affichés, il y a une jurisprudence constante là-dessus. On l'utilisait dans quel cas et dans quel cas va-t-on pouvoir l'utiliser sans qu'il s'agisse de redouter du dumping, de mépriser le travail du négociateur? Ça va servir pourquoi cette souplesse de manière positive aujourd'hui? En fait, cette souplesse, on sait toujours qu'on a des cas exceptionnels, mais cette souplesse, elle existait déjà dans le cadre de l'arrêté du 10 janvier 2017, puisque nous, on a la chance ou la malchance d'être un grand réseau implanté sur le territoire national avec plus de 200 cabinets, et on est ultra contrôlé. Je ne peux pas vous dire, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un contrôle sur l'un de nos cabinets. C'est la rançon de la gloire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais on a vu pendant toutes ces dernières années que la DGCCRF s'attachait surtout à vérifier qu'une grande majorité de nos transactions étaient effectuées au barème et acceptait la négociation avec un côté exceptionnel. Alors, la définition du côté exceptionnel était difficile à percevoir. Je vois Maître Dubois qui acquiesce, mais en fait, on s'est aperçu dans la pratique que la DGCCRF se permettait de sanctionner uniquement si on avait un volume d'affaires qui ne correspondait pas au barème, un volume important qui ne correspondait pas au barème. Très sincèrement, voilà, nous, sur à peu près 10 000 ventes aujourd'hui, et c'est un indicateur qu'on regarde vraiment à la loupe, on a moins de 8% aujourd'hui de taux de remise et on n'a jamais été sanctionné sur ce point-là. Il y avait cette souplesse. Mécaniquement, il y a une question sur le sujet d'ailleurs. Je reviens sur ces risques qu'il faut analyser, quitte à dire qu'ils sont réduits, de négociation, de dumping, voilà, d'hémorragie en quelque sorte. On prend un mandat aujourd'hui. La négociation, elle peut intervenir quand? Elle peut intervenir dès la prise de mandat, c'est-à-dire le client dit bon, moi ce barème ne me convient pas. C'est trop cher pour moi, rapporté, si on est en pourcentage, rapporté au prix de mon bien, par exemple. Est-ce que la négociation peut intervenir ensuite, au cours de la vie du mandat, notamment peut-être si le prix du bien est amené à être rectifié? Qu'est-ce qui se passerait concrètement? Qu'est-ce qui peut se passer encore sans qu'il faille s'en inquiéter? Très concrètement, aujourd'hui, la réponse, elle dépend aussi du marché. Depuis ces dernières années, la difficulté aujourd'hui pour les agents immobiliers, c'est de rentrer des mandats, donc d'obtenir la confiance des vendeurs pour leur confier le mandat. Et la négociation, elle se passe surtout à ce moment-là. Il n'y a pas trop de difficultés côté acquéreur, puisqu'on a une pénurie de biens sur le marché qui fait que les acquéreurs ne cherchent pas à négocier le moindre euro à partir du moment où ils ont trouvé le bien qui leur correspond. Donc, ça se passe surtout, voilà, le retour du terrain, c'est la négociation, le risque de négociation, il se passe surtout avec le vendeur dès la prise de mandat. Et c'est là, justement, qu'il y a une véritable éducation à avoir auprès de nos commerciaux, et c'est ce qu'on fait, sur, effectivement, la différenciation plutôt sur nos services que sur le montant de nos honoraires. Si le seul montant de nos honoraires est ce qui nous différencie de certains confrères, je pense qu'il faut qu'on arrête tout, mais voilà, évidemment, il y a de tout sur le marché et le client est roi, il a le droit de faire le choix, soit du montant des honoraires, soit des services. Je vais donner la parole à Caroline qui la demande. Encore un point, et je pense qu'on y reviendra avec tes confrères après toi. Est-ce que ce n'est pas aussi le grand retour du mandat exclusif? Est-ce que le mandat exclusif ne va pas être une protection contre ces risques de faire baisser les honoraires et de jouer un professionnel contre un autre? C'est la meilleure des protections.
À mon sens, c'est la meilleure des protections, mais tout ça, encore une fois, c'est… Avec du service derrière. Exactement, c'est ce que disait Christian tout à l'heure, on ne peut pas exiger un certain montant d'honoraires s'il n'y a rien derrière. Donc, c'est là qu'on doit élever le niveau, et c'est tout à l'honneur de notre profession. Voilà. Aujourd'hui, sur notre réseau, on arrive quasiment à 70% de mandats exclusifs. C'est pas mal. Ouais, c'est une très belle prouesse, j'en suis très fier. Ouais, il sera sensible. Ce n'est pas l'enjeu de cette table ronde. On rappellera qu'il a l'initiative de la création d'une plateforme de mise en commun des mandats exclusifs. Voilà. Caroline a demandé la parole. Pardon, j'ai tardé un peu, mais… Voilà. Du tout, c'était juste pour une petite précision sur ce que disait Monsieur Morand. Alors, effectivement, dans la pratique, il y avait une tolérance. Vous parliez des contrôles et des sanctions en disant que de fait, dans la pratique, il y avait une tolérance parce que quand ça restait exceptionnel, tout en relevant qu'on ne savait pas ce qu'était le exceptionnel, la différence, c'est que maintenant, on ne sera plus sur le bon vouloir de l'administration, on sera plus sur une tolérance, on sera sur un texte. Donc, c'est plus sécurisant, mais bon, voilà. C'est vrai que ça vient entériner une situation de fait, mais qui est plus sécurisante de ce point de vue-là, en tout cas en cas de contrôle. Oui, j'en profite d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Caroline tout à l'heure. Si on cherche un coupable ou une origine à ce texte, en effet, on a entendu, nous étions au même endroit il y a quelques mois, de la part de la direction de la concurrence, que cette direction de Bercy souhaitait un assouplissement consigné dans les textes, hein, puisque dans les faits, la direction était amenée à constater que de manière exceptionnelle, comme l'a dit Denis, il fallait permettre la possibilité de baisser les honoraires. Michel Lebras, je te donne la parole. Est-ce qu'on peut voir ton visage au moins une fois, quitte à ce que tu nous en prives ensuite pour qu'on t'entende mieux? Je te pose la même question. Peut-être nous préciser quelle est la pratique aujourd'hui au sein de ton réseau. On a évoqué tout à l'heure l'un de tes grands confrères qui a fait l'objet, parce que ces pratiques étaient ce qu'on a décrit d'une condamnation, mais sur la base du précédent arrêté. Aujourd'hui, quelle est la pratique au sein de propriétés privées? Un tarif unique? Est-ce que cette souplesse va, pour toi, apporter en effet quelque chose à ton enseigne et à la pratique professionnelle au bénéfice du client? Non, alors, non, on n'a pas un tarif unique, on a un tarif par conseiller dans le réseau propriété privée, comme IAD et comme Safety. Moi, quand j'ai repris le réseau il y a 6 ans, on avait un tarif unique dans le réseau et effectivement, deux choses se sont opposées. Ce qui est apparu notamment, c'est plutôt le respect de l'indépendant. Et effectivement, pendant quelques années, ce qui a primé, c'était de dire que l'indépendant avait sa structure de coût et qu'en fonction de sa structure de coût, devait avoir sa structure de rentabilité et donc sa structure de prix. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'ensuite, une formule ou une autre n'est pas plus compliquée à gérer. Moi, ce qui m'embête, c'est l'instabilité dans notre profession réglementaire. Ensuite, personnellement, je pense que ce n'est pas une très bonne décision du législateur là, sur ce point-là. Du reste, ça me faisait un peu rigoler d'entendre que certains imaginaient que c'était les réseaux de mandataires qui avaient poussé pour ce genre de choses. Je l'ai entendu en ville, comme on dit. Hein. Ouais, non, mais c'est assez marrant parce que, effectivement, non, alors pour moi, c'est plutôt une source de problème. C'est une source de tracas. Déjà, pour le consommateur, je pense que c'est vraiment un problème de transparence, l'absence de transparence qui continue. On l'avait déjà connu avec les honoraires charge-vendeur et charge-acquéreur, avec l'affichage des prix qui était quand même c'est absolument grotesque et inexplicable d'absence de transparence. Là, je trouve qu'on continue un peu dans la même démarche, c'est-à-dire que il y a un barème, alors effectivement, on ne sait pas trop comment on va l'appliquer, est-ce qu'on l'applique, est-ce qu'on ne l'applique pas. Ça ne favorise pas nécessairement les réseaux de négociateurs, ça favorise la paupérisation de notre profession, clairement. Donc ça, je trouve que ce n'est pas une chose très, très positive. Toi, clairement, tu ne partages pas, je dirais, la relative sérénité de Christian ou de Denis, ton prédécesseur. Tu marques une inquiétude, vraiment. Bon, oui, enfin, je pense à des réseaux comme City, à des réseaux d'agences. Eux ont du management par agence. Donc, en gros, le patron de l'agence dit vous allez m'appliquer ce barème-là, enfin, vous m'appliquez cette remise ou cette remise-là. Nous, on ne l'a pas. Donc, c'est l'indépendant qui décide de sa remise.
Donc effectivement, le risque comme est majoré. Pardon. Le risque est majoré par votre modèle professionnel. Bah, disons que tout du moins, il faut mettre des pare-feux supplémentaires pour effectivement éviter, je pense, un risque de début de paupérisation de la profession. Moi, ce que j'avais bien aimé dans le titre de ton sujet, c'est de savoir ce qu'il y avait début de remise en cause de la loi Hoguet. Oui. Et moi, dans le sujet de la loi Hoguet, il y a un élément, j'en parle assez souvent au niveau de la FNAIM, qui m'inquiète, c'est la remise en cause de la rémunération au succès. Voilà. Ça, je trouve que c'est une protection à la fois du professionnel, mais surtout du consommateur, qui est un élément important de notre profession. Et on voit apparaître actuellement des modèles de personnes qui poussent du coaching immobilier. Je trouve le terme c'est assez cocasse, qui est ni plus ni moins qu'une découpe au service de la profession, qui là, pour le coup, est une véritable paupérisation de la profession. Voilà. Donc, non, moi, c'est assez surprenant comme décision du législateur, effectivement, où on peut s'attendre après les contrôles qu'on a connus dans les réseaux de mandataires, parce que là, on en a connus tous là, dans les grands réseaux là, ces derniers mois. On ne s'attendait pas à ce genre de revirement. Bon, écoutez, de toute manière, on s'adaptera. Je trouve que c'est un peu dommage sur la transparence apportée aux consommateurs. Voilà. Tu donnes une information là que je me permets de souligner. Les réseaux de mandataires font l'objet de contrôle parce qu'on entend des fois dans la profession traditionnelle qui estiment qu'il y a 2 poids 2 mesures. Non, hein, à t'écouter, c'est pas le cas. Bon. Ah oui, non, pour en parler avec les autres patrons de grands réseaux ou de réseaux ces derniers temps, oui, on a connu une vague de contrôle très important sur les têtes de réseau là, dans les mois qui viennent de s'écouler. Du reste, avec des résultats tout à fait disparates entre les réseaux, parce qu'ils sont faits par des directions départementales avec des avis différents aussi les uns les autres. Et puis, non, on a des contrôles de nos conseillers très régulièrement. Très, très, très régulièrement. Pour le coup, comme le précisait Caroline, un texte, par différence avec la pratique des GCCRF, c'est un peu plus de sécurité. On Alors, sait où ça, on c'est part. vrai. C'est vrai que, voilà, là, vous avez raison, et je vous rejoins complètement. C'est vrai que le fait de pouvoir avoir un cadre un peu plus clair, bon, voilà, c'est un élément favorable, parce qu'effectivement, on ne gagne rien à sortir de l'ambiguïté, mais enfin, ça ne peut pas durer non plus encore trop longtemps, ce genre de choses. Donc, et tu vois, je reprends tes propos il y a quelques secondes. Tu vois une brèche qui pourrait… Alors là je rappelle que là, c'est un texte réglementaire. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le législateur. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet avec Caroline tout à l'heure. La loi Hoguet n'a pas bougé. C'est un arrêté qui est venu modifier un autre arrêté de 2017. Néanmoins, il y a un état d'esprit. Et les pouvoirs publics, on va dire, hein, ce ne sont pas les députés ou les sénateurs, mais les pouvoirs publics, là, changent les règles du jeu. Tu vois le risque d'une brèche? Tu nous rappelais, moi, je n'ai pas envie que le mode de rémunération au résultat évolue parce que j'y vois des dangers. Ça veut dire que tu pressens un peu quelque chose? Non, pas spécialement, mais effectivement, un texte de loi qui date de 1970, effectivement, un jour a vocation à évoluer, c'est évident. Enfin, on voit bien le contexte dans lequel on est, les indépendants qui étaient des faux indépendants jusque-là, qui deviennent des indépendants et qui prennent une part prépondérante, qui prennent une part importante du marché. Donc oui, de toute manière, c'est un texte de loi qui va évoluer, effectivement. Mais dans lequel, effectivement, on se retrouve avec 2 choses. C'est la protection du consommateur et la protection de l'indépendant, puisque l'indépendant, effectivement, est de plus en plus important dans la profession immobilière, à tous les mois en matière de transaction. Oui, on peut même donner les chiffres. Hein. On est sur une proportion de 70%, hein, de l'ordre de 70%, même un petit peu plus aujourd'hui, d'agents commerciaux contre 30% environ de salariés, VRP salariés. Merci beaucoup, Michel. Je vais demander à Hervé Lefebvre. Alors, il en fallait un dernier, mais je vais revenir vers vous tous. Hervé Lefebvre, à la tête de Megagence. Bon, cet arrêté, comment a-t-il été accueilli au sein de ton réseau? Est-ce qu'il va amener à des modifications? Est-ce qu'il y a des craintes par différence peut-être avec ton prédécesseur, avec Michel, qui est aussi à la tête d'un réseau de conseillers indépendants? Vous n'avez pas tous les mêmes fonctionnements. Est-ce que
tu portes des craintes. Est-ce que tu trouves que c'est une avancée? Et notamment, je reviens sur la possibilité. Alors, au sein des indépendants, des réseaux d'indépendants, comme l'a dit Michel, le risque que ces indépendants fassent un usage qui peut poser problème, une paupérisation, hein, le mot a été prononcé, le risque de négociation plus forte de la part du client final. Voilà, ton regard un peu prospectif. Hein, on rappelle que c'est en avril que ce texte entre en vigueur. Donc, il était temps qu'on s'interroge aujourd'hui pour les semaines à venir. Oui, rebonsoir à tout le monde. Henri, effectivement, il y a une situation qu'on regarde aujourd'hui avec un ressenti immédiat et on va faire un petit peu des plans sur la comète parce que, comme à chaque fois d'ailleurs qu'il y a un changement, à chaque fois qu'il y a une modification, on retrouve à chaque fois un clivage qui est des enthousiastes du changement et puis d'autres qui vont plutôt s'inquiéter de ce changement, pas forcément un mauvais titre, hein, parfois ça peut être à juste titre, mais on retrouve ces deux situations-là. De notre point de vue, moi j'aurais tendance déjà à dire que si on peut, dans une profession, limiter l'injustice, on a gagné quelque chose. Et la situation d'hier, enfin d'aujourd'hui jusqu'au 1er avril, c'était une situation d'injustice. Certains des intervenants l'ont déjà dit. C'est-à-dire qu'en fonction du contrôleur qu'on allait rencontrer, et je partage parfaitement l'analyse précédente, les contrôles, merci, nous, on a un abonnement, on en a régulièrement, parce qu'on a des confrères qui, visiblement, ont ou bien des procédures, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou peut-être les invitent à venir nous voir. Donc, ils sont toujours bien reçus. Ils ont l'avantage de pouvoir faire beaucoup de contrôles et en fonction de là où ça se passe, on a des résultats différents avec les mêmes processus. Et moi, je dirais que si j'aime bien prendre des analogies, mais si je roule à une vitesse qui me semble adaptée par rapport à la législation sur une route et qu'une fois je prends un PV, une fois je n'en prends pas, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué et surtout c'est injuste. C'est injuste à plein de niveaux. Au niveau de l'entreprise. L'entreprise est en insécurité et je trouve ça dommage. C'est injuste au niveau du mandataire qui, lui, va à ce moment-là se retrouver avec un contexte concurrentiel qui est injuste par rapport à d'autres. C'est injuste aussi pour le consommateur. Puisqu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a, dans ces cas-là, une disposition qui est prise, vous avez des consommateurs qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucune négociation parce qu'il y a une crainte absolue quelque part, et puis d'autres qui vont pouvoir bénéficier. En clair, un dispositif flou est, à mon sens, un dispositif injuste. L'avantage du dispositif qui existe aujourd'hui, c'est qu'on va être dans un dispositif, je rejoins notre premier intervenant là-dessus, qui va être au mérite des services qu'on peut apporter, de la qualité de disponibilité qu'on va avoir, de l'engagement qu'on va avoir vis-à-vis du client, du succès qu'on a pu avoir aussi précédemment, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les consommateurs, ils font quoi? Ils ne tirent pas au hasard. Ils ne tirent pas au hasard pour s'adresser à un agent immobilier. Ils regardent qui ne vend pas, ils regardent qui a eu un succès, s'il y a eu un panneau vendu, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça n'est pas le mieux disant au niveau des honoraires qui aura le plus de succès. Et on l'a vu, et ça fait partie d'une des questions, est-ce qu'il va y avoir une paupérisation, est-ce qu'il y aura du dumping de la profession? Alors moi, j'avoue que je suis un vieux du métier, puisque… J'ai dit que tu as eu de l'expérience, je l'ai dit avec… Ouais, c'est gentil de l'avoir dit comme ça, mais moi, je suis du siècle dernier, donc en étant du siècle dernier, on a vu plein de choses. Je me souviens, depuis donc c'est presque 30 ans, qu'on a assisté à plein d'arrivées de plein d'intervenants de toutes sortes, de tout statut, des agences, des réseaux même parfois qui étaient des réseaux essentiellement 2.0, comme on dit, qui se sont lancés sur du low cost. Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Ou bien ils n'ont pas dégagé les marges nécessaires pour assurer leur pérennité, ou bien ils n'ont pas dégagé les marges nécessaires pour que leurs collaborateurs puissent vivre. Et s'il y a effectivement une paupérisation d'une population, cette population, elle ne vit plus, elle meurt. Et ce langage-là, il est bien compris par nos mandataires. Et c'est aussi une question qui se posait, qui était de dire qu'est-ce que vont faire les mandataires à partir du moment où ils vont savoir que tout est permis.
Mais non, tout n'est pas permis parce qu'à la fin de la journée, ils doivent mettre leur gasoil dans la voiture quand ils ont pris leur voiture pour aller faire une affaire. À la fin du mois ou à la fin de l'année, il faut qu'ils payent tout ce qu'ils ont à payer. On parlait de structure de coût, hein. C'était l'expression de ton frère, Michel Lebras. Oui. Bon, il y a une structure de coût. Et les Exact. indépendants, avec plus ou moins de conscience, ils le savent. Et ben, ils le savent d'autant mieux que là, elle est directe. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre, ils ne le font pas d'ailleurs, même s'ils le pouvaient, ils ne le feraient pas de travailler gratuitement. Personne ne le fait. Donc il y a ce bon sens d'entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs, les mandataires, qui va les amener à faire ça. Donc là-dessus, je pense que je ne suis pas inquiet du tout sur le bon sens qu'ils pourront avoir. Après, sur les confrères, on va dire agences classiques, telles que les agences Citia ou du groupe Arch, il y a le même bon sens qui va prédominer. Au-delà d'une injonction qu'on peut donner capitalistiquement au patron de l'agence, malgré tout, n'importe quel directeur de n'importe quel point de vente a pour objectif d'avoir à la fin de l'année un résultat qui lui permette tout simplement de survivre. Donc, cette notion de dumping parce que tout serait permis, dans le passé, on a pu vérifier que ça n'arrivait pas. Et on peut, en tout cas, moi, j'ose espérer que ça n'arrivera pas demain. Qui, en revanche… Alors, c'est intéressant, il y a une question, j'intercale une question. Tu as répondu par anticipation. On nous disait tout à l'heure déjà, mais certains pratiquent des honoraires alors forfaitaires. En effet, certains ont cette structure-là aujourd'hui, hein, et pas seulement les néo-agences, hein, je le rappelle, avec 3 900 €, oui, et même moins. Bon, mais pour toi, ce nouveau texte ne va pas ajouter une inquiétude particulière. La preuve est faite que ceux qui ont des honoraires plus faibles ne vous dépouillent pas de vos parts de marché si vous êtes plus cher. Voilà. Il y a toujours eu une frange de clientèle qui était bien sûr intéressée par acheter au discount. C'est ça. Et il y aura toujours, et il y a toujours eu, et dans tous les domaines, pas que dans l'immobilier d'ailleurs. Et ces clients-là, en fait, ils hésitent entre le professionnel et le particulier d'ailleurs. Et ceux qui font du discount récoltent en quelque sorte les clients qui sont à mi-chemin entre le particulier et l'agent immobilier. Ceux qui veulent avoir une qualité de service, une confiance de service, sont prêts à payer un certain prix. C'est valable dans tous les domaines. Et c'est valable aussi dans notre domaine. Et ça rejoint aussi quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça nous renvoie à nous, à notre exigence de qualité de service, de disponibilité pour nos clients. C'est-à-dire qu'il est évident qu'un client qui a à sa disposition, je mets des guillemets quand je dis à sa disposition évidemment, mais qui sait, parce qu'il a son téléphone portable, qui peut appeler la personne qui s'occupe de la vente de sa maison de 8h du matin à 20h le soir, 6 ou 7 jours sur 7, à aucun moment il remettra en cause la légitimité d'une rémunération quand il y a eu une disponibilité au-delà de ce qu'on peut attendre même, j'allais dire presque normalement, parce que certains clients peuvent aller encore plus loin que ce qu'on peut attendre. Je lis une citation parce que je trouve que c'est très illustratif de ce que vous dites les uns et les autres de manière différente. La baisse des honoraires, c'est pour moi, je pense que c'est un professionnel, le résultat de nos erreurs, oui voilà, de nos erreurs, de la mauvaise perception du service par le consommateur couplée aux baisses d'honoraires. C'est-à-dire qu'effectivement, les baisses d'honoraires, quand on en a consenti peut-être trop facilement, avant même ce texte, signifiait qu'on avait des états d'âme et que le service peut-être ne le justifiait pas. On a envoyé de mauvais signaux. C'est ce qu'on entend en formation. Nous, on fait énormément de formations et souvent, c'est généralement avec des gens qui débutent, qui ne connaissent pas le métier, qui n'ont pas cette notion-là, et puis qui, quand ils voient 10 000 € d'honoraires, ils disent 10 000 € de rémunération, alors qu'ils ont déjà oublié qu'il y avait 2 000 € de TVA qui partaient. Donc, ça relativise tout de suite la somme. Mais ils nous disent « Ah, mais je ne vais quand même pas pouvoir demander ça à quelqu'un. » Parce qu'ils n'ont pas la notion du service qu'ils vont devoir donner après. Ils n'ont pas cette notion-là. Les mêmes que vous allez croiser 1 an après, 2 ans après, qui ont eu l'occasion réellement de rendre le service, qui sont impliqués, qui pas par avidité, non, pas par cupidité, ils ont compris qu'effectivement, il y avait une différence entre attendre que tout se fasse tout seul et ne rien mériter, et d'ailleurs dans ces cas-là, vous avez zéro, c'est tout le charme de notre métier, c'est-à-dire qu'on est un métier qui n'est payé qu'au succès. Et ça, c'est presque une gloire qu'on peut en avoir. Le consommateur, nos services sont gratuits tant qu'on n'a pas fait la vente. C'est assez rare
dans les métiers en général, et notamment les métiers de service. Tu partages l'avis de Michel, d'évidence, là-dessus, c'est-à-dire que la rémunération au succès est vertueuse? Ah, complètement. Complètement. Elle permet, alors, elle a son côté injuste parfois. C'est-à-dire qu'on peut avoir été celui qui a le plus travaillé, qui a fait le plus d'actions, et à la finalité, il y a eu une perte de confiance entre le vendeur et son agent immobilier. C'est un autre agent immobilier qui arrive juste derrière, qui récolte tout. C'est le jeu. Mais si je suis honnête en termes de raisonnement, je ne me focalise pas sur un cas, parce qu'il y a des cas où moi, ça va me coûter, il y a des fois où moi, ça va me profiter. Ça peut s'équilibrer. Sauf à travailler sur du one-shot, et je ne suis pas un professionnel. Donc, dans ces cas-là, il y a quand même un côté ultra vertueux, et de pouvoir dire à un client, monsieur le client, si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas satisfait de moi, si je n'arrive pas à vendre votre maison, ça ne vous coûte rien. C'est le plus beau des arguments qu'on a. À l'inverse, ceux qui vendent, j'entendais tout à l'heure parler de ceux qui pouvaient vendre des forfaits de service ou du coaching, on l'a entendu aussi. Là, j'ai juste la garantie de payer. La seule garantie que j'ai, c'est de payer et certainement pas de pouvoir avoir un succès. Je trouve que c'est glorieux pour notre métier, c'est valorisant pour notre métier que d'être payé au résultat, même si ça engendre des difficultés, mais ce qui permet de rendre légitime aussi, on parlait tout à l'heure du taux d'honoraires, les taux d'honoraires qui sont pratiqués aujourd'hui sont légitimes. On a un environnement dans l'immobilier qui est extrêmement concurrentiel, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, à moins qu'hier, il est extrêmement concurrentiel. À partir du moment où il devient extrêmement concurrentiel, on peut penser qu'aujourd'hui, au niveau des prix, on a déjà ou quasiment déjà atteint les seuils que chacun est capable d'admettre pour pouvoir continuer à apporter les services. Ceux qui prendront le risque de baisser les tarifs baisseront leurs services et perdront peut-être des clients. Alors, certains le feront peut-être, hein, mais encore une fois, dans le passé, ça c'est déjà arrivé. Et malheureusement, on sait ce qui leur est arrivé à eux. Un mot avant de revenir vers Caroline sur un point particulier. Mandat exclusif. Tout à l'heure, je faisais s'exprimer Denis. On est effectivement sur un modèle différent, des agences immobilières intégrées et avec un taux de recours au mandat exclusif très élevé, 70%. C'est le moins qu'on puisse dire. Quel est le taux aujourd'hui chez Megagence? Quel est l'objectif? En tout cas, est-ce que tu considères, j'ai posé la même question tout à l'heure, que le mandat exclusif constituer alors à la fois la démonstration que tu viens de faire que le service induit la confiance exclusive, est-ce que c'est une protection aussi pour que le professionnel ne voit pas ses honoraires négociés à la baisse? Ton regard et puis vos performances, si tu veux bien nous les donner, ou vos objectifs. Moi, je veux bien vous donner nos performances parce qu'on en est extrêmement fiers. De nouveau, les mandataires dans le métier au quotidien, ils ne s'appuient que sur eux-mêmes, que sur la qualité du travail qu'ils font au quotidien pour avoir les coordonnées de quelqu'un qui va vouloir vendre. C'est leur prospection, leur relationnel et l'activité qu'ils font au quotidien. En aucun cas, on va se comparer avec les agences qui, bien évidemment, ont d'autres méthodes de travail, ont d'autres sourcing, donc je ne suis pas du tout en compétition sur ce taux-là. Nous, on a un taux qui est beaucoup plus modeste par rapport à eux, mais avec une ligne de départ qui n'est pas la même. On arrive aujourd'hui, tout mandataire confondu, donc il faut inclure aussi les gens qui démarrent dans notre métier, à 40% de mandat exclusif. C'est très élevé aussi. Voilà. C'est un bon résultat. Moi, je considère que c'est un bon résultat parce qu'on s'adresse, encore une fois, à un contexte qui est différent. Et moi, j'ai juste une remarque sur ce qui a été fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'entendais que le mandat exclusif, c'était l'intérêt de l'agent immobilier. Moi, j'ai envie qu'on le regarde différemment. Le mandat exclusif, si l'objectif de prendre un mandat exclusif, c'est que ce soit uniquement l'intérêt de l'agent immobilier, on va dans le mur. Et à mon avis, on n'est de nouveau pas dans le bon sens de l'histoire. L'intérêt du mandat exclusif, ça doit être d'abord l'intérêt du consommateur. Et c'est ça qui fait le succès du mandat exclusif. Parce que le mandat exclusif, c'est l'intérêt du consommateur, parce qu'on arrive sur 10 mandats exclusifs à en vendre une immense majorité, même si on ne fait jamais du 100%, alors que ce n'est pas le cas dans le mandat sans exclusivité, parce que ça permet de mieux défendre l'intérêt du vendeur, parce qu'il n'y a pas de mise en compétition, il y a une vraie maîtrise de la communication. C'est ça qui fait que le mandat exclusif se vend mieux et en plus, généralement, à un meilleur prix. Et c'est ça mon intérêt à moi, in fine. D'abord, l'intérêt de mon client. Si mon client il a son intérêt,
je ne ferai pas une affaire, mais plusieurs affaires grâce à ce client-là. Alors, pour dire C'est comme ça qu'il faut voir le mandat exclusif. à quel point tu as raison de prendre cette perspective, il nous est dit, je constate que lorsqu'un bien est en exclu, les professionnels ne se bougent pas beaucoup puisqu'ils ne risquent pas de perdre le mandat. Voilà. Bon, effectivement, cette réalité n'est pas celle qui doit s'imposer. Alors, oui, et d'autant plus, Henri, je vais me permettre juste d'ajouter une chose. Chez Megagence, nous, on a ajouté une coquetterie. C'est qu'un client, s'il estime que je ne me bouge pas, pour reprendre l'expression de l'internaute qui a envoyé le message dans le chat, il peut nous dénoncer le mandat ipso facto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ça a été dit par un internaute, c'est très bien que tu le rappelles. Exact. Et de ce fait, ces 40% dont on parle, c'est vraiment, ils nous les ont donnés, et si on les a vendus, c'est qu'ils nous ont fait confiance. De nouveau, je pense que la focale de notre métier, en tout cas moi, c'est quelque chose qui me meut depuis 30 ans, c'est le service qu'on rend à nos clients, et c'est ce qui fait que le client revient ou nous envoie d'autres clients. Et c'est comme ça que ça marche. Si on le fait marcher comme ça, on n'a rien à craindre de ce dispositif-là, hormis d'être maintenant tous traités à égalité sur la même ligne juridique et d'éliminer ce risque. Et puis, quelque part, allez, on va être un petit peu provocateur. On était dans un format un peu soviétique. C'est le moment de dire ce genre de choses, avec une imposition de ne pas pouvoir, mais on pouvait un petit peu. Donc, en fait, celui qui était un petit peu roublard, il pouvait. Alors, les grosses structures comme nous, on était obligés d'être très rigides. Et puis, ceux qui étaient jamais contrôlés, ou une fois tous les 20 ans, ils pouvaient se permettre de faire n'importe quoi. On améliore de nouveau le service au client, on améliore la clarté pour le client. Donc, de mon point de vue, on gagne. Et pour le consommateur, je pense qu'on gagnera parce que le consommateur, lui, ne connaissait pas l'arrêté précédent. Il ne savait pas qu'on était obligé de respecter les honoraires, donc il demandait à les négocier tout le temps. Et il va continuer ce qu'il faisait avant. Donc, pour le consommateur, allez, quand même la presse s'en ferait des choux gras, c'est pas très grave. Le consommateur, il aura comme réflexion de dire ah bon, c'était pas comme ça avant. Ah, je savais pas. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur ce point-là. J'intercale une question à Michel, ensuite Caroline, c'est promis. Michel, le taux de mandat exclusif, si tu le veux bien, de propriété privée ou les objectifs et ton regard sur cet outil particulier, sur ce contrat particulier entre le vendeur et l'agent immobilier ou le négociateur habilité. Ah ben c'est clairement, c'est un élément clé. Je vais dire la même chose que mes confrères, c'est évident. Donc nous, on est à 40%. L'objectif, c'est de passer à 50 dans l'année. Voilà, c'est l'objectif qu'on a fixé. On vient de sortir un nouveau mandat pour ça. Et comme chez Megagence, effectivement, Sylvain Caster, mon prédécesseur, avait créé un premier mandat il y a bien longtemps qui s'appelle Mandat Happy et qui est résiliable par SMS simplement. Donc effectivement, voilà, on n'emprisonne pas les clients. C'est une confiance mutuelle. Voilà. De la souplesse, d'accord, très très bien. Et un regard favorable aussi, je m'autorise cette question, un regard favorable sur le partage des mandats exclusifs, sur les plateformes, sur le besoin d'aller dans MLS à la française. Oui, bah, tout ce qui peut être, je pense que c'est dans l'intérêt du client déjà, c'est dans l'intérêt aussi des professionnels. Donc effectivement, le fait de pouvoir partager entre professionnels, c'est la démarche qui a été faite notamment à travers e-listing et qui a été initiée, il faut le reconnaître, par Christian. Hein. Christian a été le premier à en parler à beaucoup de professionnels. Nous, ça nous permet, les réseaux de négociateurs, de pouvoir effectivement accéder à ce partage, puisque la MIPI ne voulait pas de nous. Donc, effectivement, nous, on ne veut pas de la MIPI. Voilà. Du coup, s'ils ne veulent pas de nous, on ne veut pas de la MIPI. Mais par contre, on veut bien… ça évoluera. Peut-être que tout ça évoluera. Hein? Peut-être que tout ça évoluera. C'est pas nécessaire. Maintenant, on a d'autres outils. Et puis voilà, c'est des débats c'est des débats stériles, c'est des débats professionnels. Non, mais ce qui est bien, c'est sympa de pouvoir partager effectivement entre professionnels comme ça, étendre le champ de travail. Et c'est dans l'intérêt du consommateur là aussi, vraiment. Je mentionne une chose, je trouve cette observation très intéressante grâce à cette évolution législative. Je rappelle qu'elle n'est pas législative. Je vais conduire, d'ailleurs, Caroline a précisé ça, hein, ce n'est pas la loi qui a évolué, mais un simple arrêté. Ce n'est plus l'acheteur qui engage le débat, qui est le premier à parler, mais le négociateur qui s'adapte aux moyens financiers du client. Est-ce qu'on peut dire que cette souplesse, elle va créer une meilleure adaptation à ce que j'appelle la solvabilité des ménages? Alors là, à voir. Je pense que c'est une extrapolation
à suivre. Voilà, je pas du tout certain. Je pense que déjà, il y a un élément, c'est les restrictions du Haut Conseil à la sûreté financière, la sécurité financière, du coup, et l'accès au crédit qui va être plutôt à l'effet limitant C'est clair. que les quelques pourcents du professionnel. Donc, bon, on verra. Hein, de toute manière, on ne va pas faire une analyse financière à ce point-là des clients pour savoir s'ils ont les moyens de se payer un bon professionnel ou un mauvais professionnel. Non, bon, je reviens sur ce qu'a dit mon prédécesseur, effectivement, de Mégagence. Je suis assez d'accord, tout ça va s'adapter et on en a vu passer d'autres et tout ça va s'adapter assez facilement quand même. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on va repréciser, on va faire un petit peu d'instruction civique. C'est pas la loi qui a bougé, c'est un arrêté. Alors moi, je pose une question là-dessus, parce que là aussi, j'ai entendu des interrogations. Est-ce que cet arrêté est bien dans l'esprit, dans la lettre de la loi du 2 janvier 70, on le rappelle, c'est le socle, la loi Hoguet. Est-ce qu'il pourrait être attaqué en illégalité, ou est-ce que, à tes yeux, hein, de juriste, il n'y a pas de problème? En clair, la loi Hoguet disposait un mandat, une transparence totale, etc. Là, on va vers ce que j'appelle la souplesse. Est-ce qu'elle est vraiment dans l'esprit de la loi Hoguet? Et la question sous la question, on s'est déjà posé, est-ce qu'on n'est pas en train de faire évoluer plus profondément qu'il n'y paraît le carcan, les règles de la loi du 2 janvier 70? Alors, tu le disais tout à l'heure, Henri, en passant, mais tu l'as dit, c'est effectivement un arrêté, mais la loi Hoguet en tant que telle, elle n'a pas été modifiée. Et l'activité d'agent immobilier ou même de collaborateurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, un professionnel en immobilier doit respecter, j'ai coutume de dire que c'est une activité carrefour et que c'est comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a une superposition de réglementation et que les professionnels ne doivent pas, quel que soit leur statut, ne doivent pas respecter une réglementation, mais toutes les réglementations. Ils doivent respecter le code civil, la loi Hoguet, le code de la consommation, Tracfin, le RGPD. Bon, voilà. Donc, la loi Hoguet n'a pas changé. Ce qui a été modifié là, c'est le feuilleté consommateur et affichage des prix. L'article 6 de la loi Hoguet est sans changement. On doit toujours, pour que le mandat soit valable, avoir un prix déterminé ou déterminable. Donc ça n'a pas c'est sans changement. Ce qui va changer, c'est effectivement les éventuels contrôles de la DGCCRF où on passe d'une tolérance effectivement à un texte. Alors après, les effets que ça va avoir, voilà, les autres invités sont mieux placés que moi, mais voilà, la loi Hoguet ne change pas et ça ne remet pas en question l'article 6 qui dit toujours que pour que le mandat soit valable, les honoraires, qui dit notamment que pour que le mandat soit valable, les honoraires doivent être déterminés ou déterminés. Pour toi, il n'y a pas de contradiction ni dans la lettre ni dans l'esprit entre la loi Hoguet et ce nouvel arrêté. L'arrêté n'a pas lieu d'être suspect d'illégalité. Alors après, on verra, la question était plus générale. Est-ce qu'il est entaché, est-ce qu'il est susceptible d'être attaqué? Ça, l'avenir nous le dira. On a 2 mois, je crois qu'on a 2 mois pour l'attaquer. Il faudrait se dépêcher pour ceux qui veulent. Et on verra la réponse qui sera apportée. Mais ça ne me semble pas contraire à l'article 6 de la loi Hoguet. Et quelque part, on en revient à une situation qui était antérieure, où on ne parlait pas de prix avant l'arrêté de 2017, on ne parlait pas de prix effectivement pratiqués. Alors, on ne parlait pas non plus de prix minimum ou maximum, on parlait d'afficher les prix. Mais quelque part, à mon sens, on en revient peut-être à une situation antérieure. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, c'est tout l'objet de cette réunion, mais ça ne me semble pas en contradiction avec l'affichage du barème. Alors, on a coutume de dire en vitrine, mais c'est un peu obsolète au 2.0, mais l'affichage du barème et l'article 6 ne sont pas nécessairement, à mon sens, en contradiction. Maître, très concrètement, ce qu'il va falloir faire évoluer en avril au plus tard, c'est l'adjonction du mot maximum. Il y a des professionnels, qu'est-ce qui peut se passer? Ils vont maintenir leur barème et simplement rajouter le mot maximum
sur l'existant. D'écrire. On n'a pas l'obligation d'écrire le mot maximum, hein. Ce n'est pas une mention obligatoire. On dit juste quels sont les prix qui doivent être affichés. Ce sont les prix maximum. Ça peut être écrit, mais il n'y a pas l'obligation de… Point important, d'accord. Il n'y aura pas d'obligation de mentionner, puisque le texte, évidemment, s'impose à tous et nul n'est censé l'ignorer. Et il n'y a pas c'est pas une mention obligatoire. L'article 2 dit que effectivement doivent être affichés des prix maximum pratiqués à compter du prix. Voilà, c'est ça. Il se trouve que ce sera désormais des prix maximum. Il n'y aura pas d'obligation de le noter. Peut-être qu'après, il y aura d'autres commentaires, hein, parce que ça arrive. Hein. D'ailleurs, à l'époque, quand l'arrêté de 2017 était paru, ça avait suscité énormément de commentaires. Et il y avait d'ailleurs eu une note d'éléments d'information qui avait été publiée par la DGCCRF, qui avait une valeur, on va dire, indicative, puisqu'elle ne se substituait pas à une décision de justice a fortiori définitive, mais il y avait eu des éléments d'interprétation. Alors peut-être que par la suite il y en aura, mais pour l'instant… Oui, alors effectivement, on pourrait imaginer, à partir pas de le dire, mais que par souci de clarté, hein, le législateur très souvent le souhaite, on mentionne néanmoins cette information que c'est un taux maximum. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce que dit le texte, important de le dire. Une autre précision à apporter, l'un de nos participants nous dit « Le tout est que le montant d'honoraires soit celui du mandat initial et qu'il n'y ait pas de remise ensuite pour faciliter la vente. » Alors ça, c'est un sujet important, c'est un sujet distinct. Le barème étant ce qu'il est, avec des montants maximum, le mandat mentionnant évidemment ce que sera la facturation à terme de transaction, il ne faut pas pour autant, enfin, ce nouveau texte ne permet pas, pour faciliter la vente, de baisser l'honoraire tel qu'il a été prévu au mandat. Ah ben non, l'article 6, voilà, hein. L'article 6, c'est l'article 6. Exactement, je voulais qu'on le reprécise. Hein, voilà. Donc, quand je parle de souplesse, c'est une souplesse à la prise de mandat, hein, négociation initiale. On n'est pas ensuite sur un mécanisme où on relâcherait absolument tout, quoi, hein. Alors, après, on verra l'utilisation qui en sera faite et on est d'accord. L'application. Mais l'article 6 dit toujours, on en revient à ce qu'on disait, que le montant des honoraires doit être fixé au mandat. Et ça, c'est une condition de validité du mandat. Denis, une question. Alors, je ne sais pas si tu es en mesure d'y répondre. À ma connaissance, CITIA est membre de deux grandes organisations professionnelles, hein, la FNAIM et l'UNIS. Ces deux organisations professionnelles, je peux aussi citer le SNPI, ces trois représentent la profession d'agent immobilier. Ils ont été consultés, à ta connaissance, en amont. On parlait de l'origine. Alors, clairement, la direction de la concurrence a souhaité cet assouplissement. On l'a entendu, on l'a rappelé avec Caroline tout à l'heure. Mais est-ce que les organisations professionnelles, au nom des agents immobiliers qu'elles rassemblent, l'ont souhaité? Elles ont eu connaissance en amont? Est-ce qu'il y a eu une négociation? Est-ce que tu… J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, Henri. Je suis navré. D'accord. Je pose la question aussi peut-être à Michel. Je ne sais pas si… qui suit les travaux de son syndicat, il l'a évoqué tout à l'heure. Michel, tu sais si ce texte a fait l'objet d'une consultation, d'un avis formulé par les fédérations? Au préalable, je n'en suis pas certain. J'ai eu un échange avec Jean-Marc Torolion à partir du moment où ça a été annoncé. Il m'a dit qu'il m'a donné son avis sur le sujet. Voilà, j'ai mon avis, mais j'ai l'impression que oui, mais j'en suis pas certain. Ouais. Tu peux nous dire, en fait, tu n'es pas forcément titré pour le faire, mais l'avis du président de la FNAIM était plutôt favorable ou plutôt favorable, tout à fait. Favorable. Ouais. D'accord, bon, très bien. Donc c'est un début de preuve que peut-être la fédération avait été… à creuser. Bon, à creuser. On n'a pas avec nous, c'est pas ce qu'on a souhaité pour ce débat de représentants des fédérations, mais on pourra évidemment leur poser la question. Écoutez, alors, pour moi, je voudrais tous vous remercier. Je crois que
Ce débat a été très éclairant. Les réactions que j'ai de la part des participants le démontrent. Il y a eu des questions, je crois qu'on n'en a évité aucune. C'était dit tout à l'heure par Christian Fabre, on fait un peu de science-fiction, c'est un texte qui n'est pas encore en vigueur. Les risques qu'on a mis en avant, les réponses, les arguments qui ont été apportés par chacun d'entre vous vont être mis à l'épreuve de la réalité. On va voir ce qui se passe avec ce nouveau texte. En tout cas, pour moi, je voudrais vous remercier de votre grande clarté et aussi d'avoir parlé avec cœur et aussi d'avoir un peu anticipé, c'était dans la question, Michel l'avait noté, sur les conséquences peut-être sur l'évolution de la loi elle-même et de l'encadrement des activités de transactions immobilières. Je vais passer la parole, le mot de la fin à Evelyne et nous nous retrouverons dans un mois. Vous saurez très vite à quelle date et de quel thème nous traiterons. En tout cas, merci beaucoup, même en période de vacances, d'avoir été aussi nombreux. Je le rappelle, 500 personnes ont suivi ce débat. Evelyne. Merci à tous. Je retiens de ce débat que les professionnels sont confiants. La tendance n'est pas à la simplification. Moi, j'ai toujours pensé que le professionnel avait un allié objectif qui était le législateur, qui apporte toujours plus de complexification, alors que ce soit pour la protection du consommateur, ça va jusqu'à la protection de la planète. Et aujourd'hui, réaliser une transaction n'est certainement pas simple, que ce soit sur l'acte lui-même, que la détention du bien, que tout ce qui l'entoure, la fiscalité. Donc, longue vie à tous les professionnels et merci à tous d'avoir apporté leur témoignage ce soir et à très bientôt dans un mois. Merci, bonne soirée et l'apéritif chacun chez soi.